Comment oses-tu refuser cela à ma mère, petite moins que rien, a hurlé mon mari, après m'avoir frappé à la tête avec une assiette, en pleine fête, tout cela parce que je n'avais pas voulu céder mon appartement à ma belle-mère, et que j'avais refusé de lui verser 1500 € chaque mois. Je me suis levée, très calmement, et je lui ai dit, tu n'as même pas idée de ce dont je suis capable. Après ces mots, tout le monde a pâli. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Victoria regardait l'assiette brisée, à ses pieds, et sentait le sang chaud couler, lentement, sur sa joue. Les invités étaient figés, leur verre à la main. Sa belle-mère, Valérie, applaudissait avec ferveur, poussant des petits cris d'admiration. Son mari, Maxime, se tenait au-dessus d'elle, le visage rouge et déformé par la colère. Elle ne reconnaissait plus cet homme. Le matin même, elle pensait encore que ce serait un anniversaire tout à fait ordinaire. La veille encore, elle espérait que tout finirait par s'arranger. Mais maintenant, en regardant ses yeux vitreux, elle comprenait une chose, tout était fini, et ce qui allait se passer ensuite, allait changer sa vie à jamais. Cependant, pour comprendre comment elle en était arrivée là, assise sur le sol de son propre appartement, le visage en sang mais l'âme d'un calme olympien, il faut remonter 2 ans en arrière. 2 ans plus tôt, Victoria était une fiancée comblée, en plein préparatif de mariage. Elle avait 32 ans, son fiancé, Maxime, en avait 34. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée d'entreprise, dans l'un des restaurants les plus en vogue de Paris. Maxime travaillait comme commercial pour la société partenaire. Victoria, quant à elle, dirigeait le service des ventes d'une grande entreprise. Dès le premier regard, il lui parut être exactement le genre d'homme qu'elle avait cherché toute sa vie. Il était fiable, calme et attentionné. Il n'était pas un Apollon, mais il avait un physique très agréable. Il n'était pas riche, mais il avait un emploi stable. Il la courtisait avec élégance, des fleurs à chaque rendez-vous, des dîners au restaurant le vendredi soir, et une grande attention aux détails. Il se souvenait qu'elle préférait les roses blanches aux rouges. Il savait qu'elle détestait les retards, il lui ouvrait les portes, l'aidait à mettre son manteau, et la raccompagnait toujours jusqu'à la porte de son immeuble. Victoria sortait tout juste d'une relation de 5 ans, qui s'était éternisée et dans laquelle elle n'avait jamais été valorisée. Son ex-petite amie considérait ses succès professionnels comme insignifiants, et voyait le salaire de Victoria comme un portefeuille commun. Il exigeait qu'elle abandonne sa carrière pour faire un enfant, alors que lui-même gagnait des clopinettes, et passait toutes ses soirées avec ses copains dans un garage. Lorsqu'elle avait enfin trouvé le courage de le quitter, il n'avait même pas essayé de la retenir. Il avait simplement haussé les épaules, en lui lançant « Eh bien pars, de toute façon, qui voudra de toi à 30 ans ?» Après cette rupture, Victoria avait mis 6 mois à s'en remettre. Elle avait travaillé comme une forcenée pour ne plus y penser, elle avait consulté un psychologue, et avait dû réapprendre à faire confiance. C'est alors qu'est apparu Maxime, comme une bouffée d'air frais après avoir été enfermé dans une cave étouffante. Il admirait ses réussites, lui disait à quel point il était fier d'elle, et racontait à tous ses amis qu'il avait une petite amie à la fois belle et intelligente. Victoria déglaçait, s'épanouissait, et recommençait à croire en l'amour. Elle possédait son propre appartement de 3 pièces, situé en plein centre-ville. Elle l'avait acheté seule, à l'âge de 28 ans, en investissant chaque centime de son salaire et de ses primes. Cela n'avait pas été facile. Elle avait travaillé d'arrache-pied, faisant 60, voire 70 heures par semaine. Sans vacances, sans week-end. Elle s'était privée de tout. Elle achetait ses vêtements en solde, préparait ses repas à la maison, et ne prenait jamais de taxi. Chaque mois, elle mettait la moitié de son salaire de côté. Ses parents l'avaient aidée autant qu'ils le pouvaient, mais elle avait réuni la somme principale toute seule. Elle avait pris un crédit sur 15 ans, mais l'avait remboursé en seulement 7 ans. Chaque remboursement anticipé était, pour elle, une petite victoire. Lorsqu'Alexandra, 28 ans, elle avait versé la dernière mensualité et reçu les papiers de propriété, où seul son nom figurait, Victoria avait pleuré de joie. L'appartement était à elle, sans dette, sans obligation. C'était sa forteresse, le symbole de son indépendance, et sa plus grande réussite dans la vie.
Chaque mètre carré de cet endroit était imprégné de sa sueur. Elle se souvenait comment elle avait choisi le papier peint, comment elle l'avait posé elle-même jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer des ouvriers. Comment elle avait acheté des meubles d'occasion, pour les restaurer et les repeindre, et comment elle avait planté des fleurs sur le balcon. C'était son monde, le seul endroit où elle se sentait vraiment en sécurité. Maxime, de son côté, vivait dans un studio en location, en banlieue. Il disait qu'il mettait de l'argent de côté pour acheter son propre logement, mais que pour le moment, c'était difficile. Son salaire était moyen, et ses dépenses importantes. Il payait 800 € de loyer par mois, il ne lui restait donc pas grand-chose pour vivre. Victoria n'y accordait pas d'importance. L'amour, après tout, ne se mesure pas en mètres carrés. Elle avait elle-même parcouru ce chemin difficile, elle savait à quel point il était dur d'épargner dans ce pays. Maxime lui plaisait, et ce n'était pas pour son argent. Il était bon, attentionné, compréhensif. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Lorsqu'il l'avait demandé en mariage, après 8 mois de relation, Victoria avait accepté sans la moindre hésitation. Ils étaient assis dans ce fameux restaurant où ils s'étaient rencontrés. Maxime s'était agenouillé au beau milieu de la salle, et avait sorti un écrin contenant une bague. Un anneau très simple, sans diamant. Mais Victoria s'en moquait éperdument. Elle avait dit « oui » en pleurant de bonheur. Enfin, elle allait avoir une vraie famille. Enfin, elle ne serait plus seule. Ils avaient décidé de se marier discrètement, sans grande cérémonie. Tous deux n'avaient plus l'âge d'organiser des banquets interminables pour 200 personnes. Et puis, ils n'avaient pas le budget pour cela. Ils préféraient économiser pour leur voyage de noces à l'île Maurice. Ils n'avaient invité que leurs proches, leurs parents, et quelques amis. Victoria avait acheté une robe blanche toute simple, dans une boutique ordinaire. Maxime portait un costume qu'il mettait parfois pour le travail. Tout était modeste, mais terriblement sincère. La première sonnette d'alarme avait pourtant retenti avant même le mariage. 2 semaines avant de passer à la mairie, ils étaient assis dans la cuisine de l'appartement de Victoria, et discutaient des questions pratiques, qui paieraient les factures, qui ferait les courses, comment répartir les tâches. C'est alors que Maxime avait glissé, l'air de rien. Dis, Victoire, tu n'as pas pensé à mettre l'appartement à nos deux noms? Juste pour que je me sente vraiment chez moi, tu comprends? C'est un peu gênant de vivre chez toi, en sachant que je ne suis personne ici. Victoria, sur le coup, s'était mise à rire. Elle croyait vraiment qu'il plaisantait. Max, c'est un bien que j'ai acquis avant notre mariage. Légalement, cela restera ma propriété exclusive, mais tu vivras ici avec moi. C'est notre maison, maintenant. Maxime avait hoché la tête, un sourire aux lèvres, mais Victoria avait eu le temps de capter une ombre dans son regard, une lueur de déception, ou peut-être de rancœur. Elle avait décidé de ne pas s'y attarder. Le stress d'avant-mariage touche tout le monde, se disait-elle. Il veut probablement juste se sentir comme un vrai maître de maison, et non comme un simple hébergé. Mais quelque chose, au fond d'elle, s'était mis en alerte. Une petite épine s'était plantée dans son cœur. Elle avait tenté de se rassurer, il n'avait pas insisté, il avait juste posé la question. C'est normal qu'un homme veuille se sentir en confiance chez lui, non? Victoria avait chassé ses pensées anxieuses, pour se replonger dans les préparatifs. Le mariage eut lieu en petit comité, lors d'une belle journée de septembre. Les parents de Victoria étaient venus de Bordeaux. Sa mère, Lucille, était une ancienne institutrice, et son père, Serge, un général à la retraite. Son père avait passé toute sa vie dans l'armée, et avait pris sa retraite avec le grade de général de brigade. C'était un homme grand, svelte, avec une prestance militaire indéniable. Il avait toujours été, pour Victoria, un modèle de force et de fiabilité. C'est lui qui lui avait appris à ne jamais baisser les bras, et à toujours défendre son territoire. La mère de Maxime, Valérie, s'était présentée au mariage avec une amie, Thérèse. Le père de Maxime était décédé d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt, et depuis, Valérie vivait seule, dans un petit appartement en périphérie de la ville. Elle avait 60 ans. Elle touchait une petite retraite d'environ 900 €,
et faisait des ménages dans un centre commercial 3 fois par semaine pour arrondir ses fins de mois, ce qui lui rapportait environ 400 € supplémentaires. Globalement, c'était suffisant pour vivre. Mais, comme elle aimait à le répéter, c'était tout juste assez pour s'acheter du pain et de l'eau. Lors de leur première rencontre, Valérie avait semblé être une femme âgée tout à fait ordinaire, se plaignant un peu de la vie, légèrement envahissante, mais globalement inoffensive. Pendant le mariage, elle n'avait cessé de se lamenter. C'est si dur pour moi d'être seule. Heureusement que mon petit Maxime aura désormais une femme si attentionnée. Elle essuyait des larmes invisibles avec un mouchoir, et regardait Victoria avec un sourire étrange, un sourire d'évaluation. Victoria lui avait rendu son sourire, sans se douter une seconde du sens caché que sa belle-mère donnait au mot « attentionné ». Elle pensait simplement que Valérie était heureuse pour son fils, et qu'elle voyait en sa belle-fille une amie, une alliée. Victoria s'était même promis d'être bienveillante envers elle, de lui rendre visite, de l'aider. Après tout, cette femme n'avait plus personne au monde à part Maxime. Après un modeste banquet dans un petit restaurant, les jeunes mariés s'envolèrent pour une semaine à l'île Maurice. C'était leur lune de miel. Ils passaient leur journée sur la plage, nageaient dans l'océan, et s'aimaient passionnément la nuit. Maxime était tendre, il était prévenant. Victoria se sentait profondément heureuse. Elle avait enfin une famille. Enfin, elle n'était plus seule. Les 3 premiers mois de leur vie commune furent un véritable conte de fées. Maxime avait emménagé chez elle dès leur retour de voyage. Il n'avait apporté que 2 sacs d'affaires, des vêtements, des chaussures, un ordinateur portable, et quelques livres. Tout le reste était resté dans son ancien appartement loué, dont il s'était empressé de rendre les clés. Pourquoi continuerais-je à payer un loyer, alors que nous avons un si bel appartement, avait-il dit, en déposant un baiser sur le sommet du crâne de Victoria. Ils avaient organisé leur quotidien comme tous les jeunes mariés, ils avaient acheté de nouveaux draps, accroché des photos de couple encadrées, et choisi de jolis rideaux. Maxime avait proposé de réorganiser un peu les meubles, ce que Victoria avait accepté. Ils avaient déplacé le canapé, changé le fauteuil de place, et longuement débattu pour savoir où installer le lampadaire. Le samedi soir, ils regardaient des films, blottis sous un plaid. Le dimanche, ils allaient se promener au parc, nourrissaient les canards, et buvaient du café dans de petits bistrots de quartier. Victoria continuait à travailler énormément. Son poste de chef des ventes ne tolérait aucune négligence, surtout dans leur secteur, très concurrentiel. Elle quittait la maison à 8 heures du matin, et rentrait vers 19 heures, parfois même à 21 heures. Maxime travaillait tard, lui aussi, mais ses horaires étaient légèrement plus flexibles. Parfois, il rentrait plus tôt, et achetait des plats préparés en chemin, du poulet rôti, des salades, des pizzas. D'autres fois, c'était Victoria qui passait en coup de vent au supermarché, attrapait quelques plats surgelés, et faisait rapidement chauffer quelque chose en rentrant. Aucun d'eux n'avait ni le temps, ni l'envie, de préparer de vrais repas tous les jours. Ils travaillaient tous les deux, ils étaient fatigués. Cela leur semblait parfaitement normal. Le salaire de Victoria était presque le double de celui de Maxime. Elle gagnait 3 500 € net, et lui 1800. Maxime ne semblait pas en faire un complexe. Ils avaient convenu de diviser les dépenses pour les courses et les factures en parts égales. Victoria savait que c'était un peu lourd pour lui. La moitié de son salaire passait dans les dépenses communes. Il lui restait environ 900 € pour ses besoins personnels. Mais Maxime ne se plaignait pas. Il disait qu'il obtiendrait bientôt une promotion, avec une augmentation à la clé. Un mois après le mariage, Valérie a commencé à venir leur rendre visite. D'abord, une fois par semaine, le samedi. Maxime était ravi, il serrait sa mère dans ses bras, l'installait sur le canapé, et lui préparait du thé. Victoria essayait, elle aussi, d'être accueillante, elle achetait des pâtisseries, dressait la table, et prenait des nouvelles de sa santé. Valérie restait 3 ou 4 heures, racontait sa vie, se plaignait de sa maigre retraite, de ses voisins, de ses douleurs, puis elle repartait. Dans le fond, Victoria trouvait cela normal. Une mère s'ennuie de son fils, elle veut le voir plus souvent. Il n'y a rien de dramatique à cela.
Mais le mois suivant, les visites se sont multipliées. Valérie a commencé à venir 2 fois par semaine. Puis un jour sur 2, et enfin presque tous les jours, toujours à l'improviste. Victoria rentrait du travail, épuisée, et trouvait sa belle-mère installée dans sa cuisine. « Ah, la petite Victoire est rentrée », disait Valérie, sans même lever les yeux de sa tasse de thé. « J'ai décidé de préparer une bonne soupe pour mon petit Maxime. Puisque tu ne lui cuisines jamais de vrais repas. » Au début, Victoria se contenait, ne voulant pas créer de conflit dès le début de leur vie conjugale. Elle hochait la tête en silence, allait prendre une douche, et se changeait, mais l'irritation s'accumulait en elle. Valérie avait pris l'habitude d'ouvrir le réfrigérateur, et d'en examiner le contenu avec une moue désapprobatrice. « Mon pauvre Maxime, tu as tellement maigri », soupirait-elle, en sortant des yaourts et des plats préparés. « Victoria, ma chérie, tu ne cuisines donc jamais ? Il faut nourrir un homme, il travaille, il a besoin de prendre des forces. » Victoria travaillait jusqu'à 19h, parfois 21h. Préparer un bœuf bourguignon tous les soirs, elle n'en avait ni le temps, ni l'envie. Elle gagnait plus que son mari, elle subvenait aux besoins du foyer autant que lui, si ce n'est plus. Maxime ne s'était jamais plaint de la nourriture, il mangeait ce qu'il y avait sans faire d'histoire, mais pour Valérie, c'était un véritable crime. À mon époque, les épouses couraient partout, la maison était toujours impeccable, et le mari avait le ventre plein, disait-elle d'un ton moralisateur, assise sur le canapé de Victoria, buvant du thé dans une tasse appartenant à Victoria. Mais toi, Victoria, tu es une carriériste. La famille devrait toujours passer en premier. Maxime gardait le silence, mâchant sa salade achetée au supermarché. Victoria serrait les dents, et se taisait également. Elle ne voulait pas se disputer. Elle espérait que ce n'était qu'une phase, que Valérie finirait par se calmer, par s'habituer au fait que son fils était marié, et qu'il avait désormais sa propre vie. Mais la belle-mère semblait voir les choses autrement. Ensuite, les allusions à l'argent ont commencé. Au début, c'était timide, presque imperceptible. « Oh là là, je n'ai plus de médicaments, et ma pension n'arrive que dans une semaine », soupirait Valérie, en sortant de son sac à main des plaquettes de pilules vides. « Maxime, mon chéri, tu ne pourrais pas aider ta mère ? Il me faudrait 50 € pour la pharmacie. » Maxime, bien sûr, l'aidait, il sortait son portefeuille, comptait les billets. 50, 100, 150 €. Victoria ne s'y opposait pas. C'était sa mère. Il avait le droit de la soutenir. Valérie touchait effectivement une petite retraite. À 60 ans, sa santé n'était plus de fer. Aider ses parents, c'est tout à fait normal. Mais les sommes ont commencé à augmenter. 3 mois plus tard, Valérie disait ouvertement. « Maxime, j'ai besoin de 400 €, c'est urgent. J'ai une fuite sous l'évier, je dois appeler un plombier. » Puis, c'était 300 € pour un nouveau manteau d'hiver, parce que l'ancien était complètement usé. Ensuite, 200 € pour une télévision, car la sienne était tombée en panne. Puis encore 150 € pour des bottes. Maxime a commencé à s'endetter. Son salaire était de 1800 €. Il en donnait la moitié pour les charges communes. Sur les 900 restants, il devait payer son abonnement téléphonique, ses transports, ses repas le midi, ses vêtements, et désormais, 400 ou 500 € partaient chez sa mère. Il a commencé à emprunter de l'argent à ses collègues, et à contracter de petits crédits à la consommation. Un soir, 4 mois après leur mariage, Maxime s'est approché de Victoria alors qu'elle était devant son ordinateur, en train de peaufiner un rapport trimestriel. « Victoire, tu pourrais me prêter 800 €? J'ai promis d'aider ma mère pour ses traitements médicaux, et je suis complètement à sec. Ma paie ne tombe que la semaine prochaine. » Victoria a détourné les yeux de l'écran, pour fixer son mari. « Max, je vois bien que tu lui donnes la moitié de ton salaire tous les mois. Tu trouves ça normal ? » « C'est ma mère, c'est difficile pour elle, » a répondu Maxime, en fuyant son regard. « Elle est à la retraite, elle touche sa pension. En plus, elle fait des ménages 3 fois par semaine. Tu m'as dit toi-même qu'elle avait de quoi vivre. »
Et alors? Je dois l'abandonner? Mon père est mort, elle n'a plus personne d'autre que moi. Je ne te dis pas de l'abandonner. Je te dis que 800 € par mois, c'est énorme. Tu t'endettes à cause de ça. Tu me les donnes, oui ou non? Maxime a serré la mâchoire. Victoria a soupiré, elle ne voulait pas de conflit, alors elle lui a fait un virement de 800 €. Puis encore 800 le mois suivant, et 500 le mois d'après. Elle comprenait que la situation était malsaine, mais elle ne savait pas comment l'arrêter. Maxime devenait nerveux, irritable, il lui répondait sèchement, et claquait les portes. Victoria sentait que leur relation se dégradait à vue d'œil, mais elle ignorait comment y remédier. Valérie, elle, venait de plus en plus souvent. Et chaque visite se terminait par une discussion financière. Maxime, il faut faire des travaux chez moi. Maxime, mes chaussures sont trouées. Maxime, les charges de copropriété ont augmenté. Et à chaque fois, Maxime payait. Et puis, 6 mois après le mariage, Valérie a posé son exigence principale. Cela s'est passé un samedi après-midi. Maxime était au travail, pour une réunion urgente avec un client. Victoria rentrait du sport, elle avait pris une douche, et prévoyait simplement de s'allonger sur le canapé avec un bon livre. Mais en ouvrant la porte de son appartement, elle a trouvé Valérie dans la cuisine. Sa belle-mère était assise à la table, buvant du thé et grignotant des biscuits tirés d'une coupelle. « Victoria, il faut qu'on parle », a commencé Valérie. Victoria s'est figée. La voix de sa belle-mère avait soudainement pris un ton métallique, qu'elle ne lui connaissait pas. « J'ai longuement réfléchi à la façon de te le dire avec tact. Mais je vais être directe, tu es mariée à mon fils. Cela signifie que tu fais partie de notre famille, et dans notre famille, on s'entraide. » Victoria s'est assise en face d'elle, en silence. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Elle pressentait quelque chose de très désagréable. « C'est dur pour moi d'être seule », a poursuivi Valérie, en sirotant son thé. La retraite est maigre, la santé décline. Maxime m'aide, mais son salaire ne suffit pas. Toi, tu as d'excellents revenus. Tu gagnes plus de 3500 €. Écoutez, Valérie, je comprends la situation, mais... Je veux que tu me vires 1500 € tous les mois, a tranché la belle-mère. Maxime est déjà d'accord. Il pense que c'est tout à fait juste. Victoria en est restée bouche bée. 1500 € chaque mois, c'était près de la moitié de son salaire après impôt. Eh bien quoi, tu ne vas pas faire ta radine, a continué la belle-mère, voyant le désarroi de Victoria. Tu as un gros salaire, ton propre appartement. Tu ne paies ni crédit, ni loyer. Tu es une femme riche, pendant que moi, je joins difficilement les deux bouts. Valérie, c'est la moitié de mon salaire. Moi aussi j'ai des dépenses, l'électricité, l'eau, les courses, les vêtements, les cosmétiques. Les cosmétiques, a ricané Valérie, avec mépris. Nous y voilà. Madame se fait plaisir, pendant que sa belle-mère est censée se contenter de pain et d'eau. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste que 1500 €, c'est une somme énorme. Énorme pour toi, mais pour moi, c'est juste ce qu'il faut pour vivre dignement. Je ne te demande pas des millions, juste 1500 €. Maxime m'a assuré que tu accepterais, parce que tu as un bon fond. Victoria a senti la colère monter en elle, bouillante. Maxime avait osé discuter de cela avec sa mère dans son dos, et il lui avait promis l'argent de sa propre femme, sans même lui en parler. Il faut que j'y réfléchisse, a répondu Victoria, d'un ton sec, et que j'en discute avec Maxime. Il n'y a rien à réfléchir, a haussé le ton Valérie. Une belle-fille digne de ce nom ne réfléchit pas, elle agit. Regarde la belle-fille de Thérèse, une fille en or. Elle fait tout pour sa belle-mère, elle lui fait des virements, lui achète des cadeaux, l'emmène même en vacances avec elle. Et toi? Elle s'est tue, pinçant les lèvres de façon expressive. Victoria s'est levée. Valérie, je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Nous allons mettre fin à cette discussion. La belle-mère est partie, l'air offensé,
en claquant violemment la porte. Victoria est restée seule dans la cuisine. Ses mains tremblaient. La rage bouillonnait en elle. 1500 € tous les mois. C'était totalement absurde. Valérie avait sa retraite, et son petit boulot à côté. C'était bien suffisant pour vivre. Pourquoi lui faudrait-il 1500 € de plus? Le soir même, quand Maxime est rentré du travail, Victoria lui a sauté dessus avec ses questions, sans même lui laisser le temps d'enlever son manteau. Maxime, ta mère était là, aujourd'hui. Elle a exigé que je lui verse 1500 € chaque mois. Tu étais au courant? Maxime a écarté les bras, l'air coupable. Bah, maman a demandé. J'ai dit que j'allais t'en parler. Je pensais que tu ne serais pas contre. Que je ne serais pas contre le fait de lui donner 1500 € tous les mois? Max, tu as perdu la tête? Vika, mais de l'argent, tu en as. Ça ne te manquera pas. La question n'est pas de savoir si ça va me manquer ou non. C'est une somme gigantesque. Ta mère ne meurt pas de faim. Mais c'est dur pour elle. Elle est seule. Tu vois bien comment elle vit. Max, elle touche sa retraite, elle fait des ménages. Tu lui donnes constamment de l'argent. Pourquoi a-t-elle besoin de 1500 € supplémentaires? Pour pouvoir vivre correctement, voyager un peu, s'acheter de belles choses. Elle a sacrifié toute sa vie pour moi. Elle a cumulé 3 emplois pour m'élever. Elle s'est privée de tout. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin d'elle. Victoria fixait son mari, et ne le reconnaissait plus. Où était passé cet homme charmant et compréhensif qu'elle avait épousé? D'accord, a-t-elle fini par lâcher, dans un soupir. On va faire comme ça. Je vais lui donner 500 € par mois, temporairement, le temps qu'elle trouve un meilleur emploi à temps partiel, ou que tu obtiennes ta promotion. 500 €? Vika, c'est des clopinettes. Ce ne sont pas des clopinettes, c'est une aide très convenable. Si tu veux qu'elle ait plus, tu n'as qu'à lui donner toi-même. Ils se sont violemment disputés. Maxime a claqué la porte et est parti chez sa mère. Il n'est revenu que le lendemain matin, sombre et silencieux. Victoria n'a pas fermé l'œil de la nuit. Pour la première fois, elle remettait sérieusement en question son mariage. À partir de ce jour, Victoria a commencé à virer 500 € par mois sur le compte de Valérie. La belle-mère acceptait l'argent avec une mine dégoûtée, insinuant à chaque fois que c'était bien insuffisant. 500 €. Bon, c'est toujours ça de prix, disait-elle, avec l'air d'une reine qu'on aurait outragée. Maxime restait muré dans un silence maussade. L'atmosphère à la maison devenait de plus en plus lourde. Ils ne se parlaient presque plus. Le soir, chacun restait dans son coin, Victoria sur son ordinateur, Maxime sur son téléphone. Ils n'avaient plus de relations intimes. Ils avaient arrêté de s'embrasser le matin, ils étaient devenus 2 étrangers vivant sous le même toit. Puis, les visites inopinées ont repris de plus belle. Valérie débarquait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Elle possédait les clés de l'immeuble, car Maxime lui avait fait un double du badge sans en informer Victoria. Cette dernière pouvait rentrer du travail et découvrir sa belle-mère dans la cuisine, en train de fouiller dans le réfrigérateur. « Ah, Victoria est là », disait Valérie, sans daigner la regarder. « Je suis en train d'inspecter ce que vous mangez. Que des plats préparés. Maxime va finir par tomber malade avec un régime pareil. » Parfois, elle s'introduisait dans la chambre à coucher et fouillait dans les armoires. « Mon Dieu, mais tu as des tonnes de fringues. » Alors que Maxime porte des chemises élimées. « Tu n'as pas honte ?» Victoria s'indignait, mais Maxime prenait systématiquement la défense de sa mère. « C'est ma maman, elle a le droit. Ne sois pas si insensible. Elle s'inquiète juste pour nous. » Un jour, Victoria est rentrée chez elle pour s'apercevoir que Valérie avait complètement réorganisé les meubles du salon. Le canapé était contre un autre mur, le fauteuil avait été poussé près de la fenêtre, et le tapis avait été roulé et rangé dans un coin. « C'est beaucoup plus chaleureux comme ça », a décrété la belle-mère, alors que Victoria restait pétrifiée sur le seuil de la porte. « Je sais ce qui est mieux, je suis plus âgée.
Et moi, j'ai du goût. Valérie, c'est MON appartement, a explosé Victoria. Notre appartement, l'a reprise froidement la belle-mère. Maxime vit ici. Cela signifie que c'est notre appartement. Ou alors, tu insinues que mon fils n'est qu'un étranger ici. Maxime a, une fois de plus, pris le parti de sa mère. Pourquoi tu piques une crise pour des meubles? C'est très bien placé comme ça. Victoria commençait à se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Et puis, 1 an après le mariage, Valérie a abattu sa carte maîtresse. C'était un mercredi soir comme les autres. Victoria était rentrée du travail, épuisée, après avoir passé la journée à négocier avec un client difficile. Maxime était affalé sur le canapé, devant un match de football. Dans la cuisine se trouvait Valérie, et son amie Thérèse. Toutes deux étaient assises à table, buvant du thé et piochant des chocolats dans une coupelle. Victoria, assieds-toi, a ordonné Valérie. Nous devons régler une question importante. Victoria a pris place, sentant que quelque chose de grave se préparait. J'ai gardé le silence longtemps, mais je n'en peux plus, a commencé la belle-mère, d'un ton solennel. Tu vis dans un superbe 3 pièces en plein centre-ville, pendant que je croupis dans un studio en banlieue, au 5e étage d'un immeuble vétuste sans ascenseur. Ce n'est pas juste. Victoria a attendu la suite en silence, les poings serrés sous la table. Je veux que tu mettes cet appartement à mon nom. Ou à celui de Maxime, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il appartienne officiellement à notre famille, et pas seulement à toi. Victoria a senti son sang se glacer. Valérie, vous avez perdu la tête? C'est un bien que j'ai acquis avant mon mariage. Et alors? Maxime est ton mari. Tout ce qui est à la femme appartient au mari. C'est l'ordre des choses. Thérèse hochait vigoureusement la tête. Elle a tout à fait raison. Regarde ma belle-fille, elle a immédiatement tout mis au nom de son mari. C'est une fille bien, elle a compris qu'une famille ne fait qu'un. Victoria a jeté un regard vers Maxime. Il était dans le salon, tournant le dos à la cuisine, mais elle savait parfaitement qu'il entendait tout. Max, tu entends ça? Dis quelque chose. Maxime s'est tourné timidement et a marmonné. Bah. Maman ne demande pas ça pour elle, c'est pour nous. Pour notre avenir. Pour quel avenir? C'est mon appartement. Je l'ai payé avec mon propre argent, bien avant qu'on ne se marie. Mais nous sommes une famille, maintenant, c'est offusqué Valérie. Ou alors, tu veux dire que tu n'as pas confiance en mon fils? Ce n'est pas une question de confiance. Le fait est que c'est mon bien, et que je n'ai aucune intention de le céder. Ah, a ricané Thérèse, d'un rire mauvais. Ça veut bien dire que tu ne lui fais pas confiance. Tu as peur qu'on te le vole, c'est ça? Qu'on me le vole? Mais par qui? C'est totalement absurde. Valérie s'est levée d'un bond. Son visage était rouge de colère. Absurde? Espèce d'égoïste ingrate. Mon fils t'a épousé, il vit avec toi, et tu ne veux même pas lui accorder un coin à lui. Il vit ici gratuitement. C'est moi qui paie tout. Eh bien, mets l'appartement à son nom. Si tu l'aimes vraiment, cède-le lui. Victoria sentait l'ébullition et le froid la paralyser en même temps. Cette femme n'allait jamais s'arrêter. Elle continuerait à faire pression jusqu'au bout. Non, a dit Victoria, d'une voix ferme. Je ne mettrai l'appartement ni au nom de Maxime, ni au vôtre. La discussion est close. Maxime, a glapi Valérie. Tu entends comment elle parle à ta mère? Tu vas supporter ça? Maxime s'est levé du canapé avec hésitation, et s'est approché de la cuisine. Vika, peut-être que tu pourrais y réfléchir un peu? On pourrait au moins faire une donation pour la moitié, mettre une part à mon nom? Non. Ni une part, ni l'appartement entier. C'est ma propriété, un point c'est tout. Thérèse et Valérie ont échangé un regard. Une lueur glaciale a traversé leurs yeux, ce qui a provoqué un malaise chez Victoria. Très bien,
a sifflé la belle-mère. Nous verrons bien qui gagnera à la fin. Elles sont parties, en faisant claquer la porte. Maxime est resté là, silencieux, fuyant le regard de sa femme. Victoria est allée se coucher avec un poids sur le cœur. Quelque chose de grave allait se produire. Elle le sentait jusqu'au fond de ses entrailles. Le lendemain, Victoria est rentrée du travail et a trouvé une enveloppe posée sur la table. Elle l'a ouverte et est restée pétrifiée en découvrant les documents à l'intérieur. C'était une procuration autorisant la cession de son appartement. La signature en bas de la page était la sienne, mais Victoria n'avait jamais signé un tel document. C'était un faux. Elle a senti des frissons lui parcourir le dos. Maxime était affalé dans le salon, regardant la télévision, comme si de rien n'était. « Max, c'est quoi ça ?» a demandé Victoria en entrant dans le salon, brandissant la procuration. « Ça. C'est une procuration. C'est maman qui a dit de la préparer. » « Tu as imité ma signature ? Je croyais que tu ne serais pas contre. » « Je suis contre. Je suis catégoriquement contre. C'est illégal. C'est un faux en écriture publique. C'est un délit pénal. Arrête de crier. Maman voulait juste bien faire. » Victoria a déchiré la procuration en 1000 morceaux. Ses mains tremblaient de rage. « Si tu refais ça une seule fois, j'appelle la police. Tu as bien compris ? » Maxime n'a rien répondu. Quelque chose de sombre et de malveillant a traversé son regard. Victoria a compris qu'elle avait un gros problème. Un très gros problème, et que ce n'était que le début. Après l'incident de la fausse procuration, Victoria a passé plusieurs nuits sans dormir. Elle restait allongée, à côté de son mari qui ronflait paisiblement, et réalisait qu'il était capable de falsifier des documents, de commettre un délit. Et pourquoi ? Pour un appartement. Pour sa mère. Maxime, l'homme qu'elle aimait, celui qui lui semblait si honnête et digne de confiance, avait été capable d'imiter sa signature. Le lendemain matin, une fois Maxime parti au travail, Victoria a tapé « avocat en droit de la famille » sur Internet. Elle a trouvé un cabinet très bien noté, non loin de son bureau, et a pris rendez-vous pour la pause déjeuner. L'avocate était une femme d'une 50aine d'années, maître Alice. L'air strict, vêtue d'un tailleur professionnel, elle avait un regard perçant. Elle a écouté l'histoire de Victoria en silence, hochant la tête de temps en temps et prenant des notes sur un carnet. « Victoria, votre appartement est un bien propre, acquis avant le mariage », a expliqué maître Alice, une fois le récit terminé. Aux yeux de la loi, il vous appartient exclusivement. L'article 1405 du Code civil est très clair à ce sujet. Même en cas de divorce, votre mari n'a strictement aucun droit dessus. Pas un seul centimètre carré, vous comprenez ? Rien. Victoria a poussé un immense soupir de soulagement. Donc, même si nous nous séparons, l'appartement restera à moi ? Absolument. Mais il y a un « mais » très important. L'avocate a retiré ses lunettes, pour planter son regard dans celui de Victoria. Si vous transférez la propriété à votre mari, que ce soit de votre plein gré ou sous la contrainte, vous la perdrez, et il vous sera presque impossible de prouver quoi que ce soit par la suite. Ils diront que c'était un don, que c'est vous qui avez signé. Mais je n'ai aucune intention de le faire. Et cette procuration qu'il a déjà essayé de falsifier. Victoria a senti un frisson la parcourir. Vous pensez qu'il pourrait recommencer ? Je l'ignore, mais s'il a franchi cette ligne une fois, il peut très bien le refaire. Les gens qui transgressent la loi une première fois ont beaucoup plus de facilité à recommencer. Qu'est-ce que je dois faire ? Ne cédez pas à la pression, restez ferme, et documentez tout. S'il continue à vous menacer, enregistrez vos conversations avec un dictaphone, trouvez des témoins. Et rassemblez tous vos documents en prévision d'un divorce. Car, je vais être franche avec vous, Victoria, votre situation est malsaine, et elle ne fera qu'empirer. Victoria est sortie du cabinet avec le cœur lourd, mais une décision inébranlable s'était formée dans son esprit, elle ne céderait pas son appartement. Pour rien au monde. C'était à elle.
Elle avait travaillé dur pour l'avoir. De retour chez elle, elle a activé le dictaphone de son téléphone, et l'a laissé bien en évidence dans le salon. Maxime l'a remarqué et lui a demandé. « Pourquoi tu mets ça là ?»« C'est pour enregistrer des notes vocales pour le boulot », a menti Victoria. Il a haussé les épaules et n'a pas cherché plus loin. Une semaine plus tard, Valérie est revenue à la charge, cette fois-ci avec toute une délégation. Elle était accompagnée de son amie Thérèse, et de 2 autres femmes, Suzanne, la tante de Maxime, et Céline, la cousine germaine de son père. Elles se sont toutes installées sur le canapé et les fauteuils, tels des juges siégeant à un tribunal. Victoria rentrait du travail, et est restée figée sur le pas de la porte face à ce comité d'accueil. « Victoria, assieds-toi », a ordonné Valérie. « Nous nous sommes réunis pour te parler calmement, en famille. » Victoria s'est assise en silence, sur une chaise près de la porte. Maxime, lui, restait dans la cuisine, adossé à l'encadrement de la porte, les yeux fixés sur le sol. « Écoute-moi bien, ma petite », a commencé Suzanne, une femme forte d'une 60aine d'années, aux cheveux teints en roux. « Nous avons toutes discuté. La situation n'est pas saine. Tu vis dans un appartement que Maxime considère comme sa maison, mais il n'y a aucun droit. Ce n'est pas correct. Un homme doit se sentir maître chez lui. À notre époque, a renchéri Thérèse, les femmes mettaient tout au nom de leur mari. C'était la norme. C'était l'honnêteté même. Prends l'exemple de ma petite fille, est intervenue Céline, une femme maigre à l'expression aigrie. Son mari ne travaille même pas, il reste à la maison. Et pourtant, l'appartement est à son nom. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est un homme, c'est le chef de famille. Victoria écoutait ce ramassis d'absurdités, et n'en croyait pas ses oreilles. « Excusez-moi, mais en quoi mon appartement vous regarde-t-il ? » « Comment ça, en quoi ça nous regarde ?» s'est indignée Valérie. « Nous sommes une famille. Nous nous inquiétons pour Maxime. Tu l'humilies. » « Je ne l'humilie absolument pas. Il vit ici, et profite de tout, au même titre que moi. » « Mais l'appartement n'est pas à lui, » a insisté Suzanne. « Ce n'est pas juste. Tu dois lui en céder au moins la moitié. » « Je ne dois rien à personne. C'est un bien propre, acquis avant mon mariage. » « Vous voyez, » a lancé Valérie, balayant la pièce du regard pour prendre ses acolytes à témoin. « Je vous l'avais bien dit, elle est radine, égoïste, elle ne pense qu'à elle. » « Tu fais honte à notre famille, » a ajouté Céline. « Tout le monde sait déjà que la femme de Maxime ne le respecte pas. » « Qui est ce « tout le monde »?» « Toute la famille, tous nos amis. Tu crois qu'on allait se taire ? Nous disons la vérité, que tu refuses de partager ton appartement, et que tu maltraites ta belle-mère. » Victoria s'est levée d'un bond. « Ça suffit, la discussion est terminée. Je vous prie de quitter mon appartement. »« Notre appartement » a hurlé Valérie. « Maxime vit ici. »« Sortez » a crié Victoria en ouvrant la porte en grand. « Immédiatement, ou j'appelle la police. » Les femmes ont commencé à protester bruyamment, mais se sont levées à contre-cœur. Suzanne marmonnait quelque chose sur le manque de respect envers les aînés. Thérèse secouait la tête avec réprobation. Céline pestait contre la jeunesse effrontée. Valérie s'est arrêtée sur le pas de la porte, et a sifflé au visage de Victoria. « Tu vas le regretter. » Une fois qu'elles furent toutes parties, Victoria s'est tournée vers Maxime. « Et tu les as laissées organiser ce cirque chez moi ? » Elles voulaient juste discuter. Elles exigeaient que je leur donne mon appartement. Pas à elles, à moi. Je suis ton mari quand même. Et tu penses sincèrement que je devrais le faire ? Maxime a gardé le silence un instant. Ce serait la moindre des choses. Victoria a senti quelque chose se briser définitivement en elle. Retourne chez ta mère. Dès ce soir. Quoi ? Pars. J'ai besoin de réfléchir. Maxime est parti en claquant lourdement la porte. Victoria s'est retrouvée seule.
Elle s'est assise sur le canapé et a éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis le début de cette histoire. Pas par apitoiement sur elle-même, mais par chagrin, par désespoir, par immense déception. Elle avait tellement cru en ce mariage, elle avait tellement espéré construire une famille, et qu'avait-elle obtenu? Un mari qui se comportait comme un petit garçon dans les jupes de sa mère, et une belle-mère vampire, déterminée à la vampiriser jusqu'au bout. Le lendemain, au travail, Victoria a reçu un email troublant, envoyé par une personne des ressources humaines de l'entreprise où travaillait Maxime. Victoria, je sais que je ne devrais pas me mêler de cela, mais j'ai entendu votre mari dire à des collègues qu'il allait prendre un avocat pour demander la séparation des biens et obtenir une part de votre appartement. Il prétend avoir des arguments solides. Soyez prudente. Désolée pour ce message anonyme. Victoria a relu le message 3 fois. Cela signifiait qu'il consultait déjà un avocat. Sa mère ne faisait pas pression au hasard. Il préparait une guerre. Elle est immédiatement retournée voir Maître Alice, et lui a montré le courriel. Victoria, si votre mari entame une procédure pour obtenir une part du bien, il perdra, l'a rassuré l'avocate. Il n'a aucun motif valable. L'appartement a été acquis avant le mariage. Vous n'avez pas investi d'argent commun pour l'améliorer. Il n'y a eu aucun travaux. Il s'est simplement contenté d'y vivre. Cela ne lui donne aucun droit de propriété. Mais est-ce qu'il peut inventer quelque chose? Il peut toujours essayer. Par exemple, prétendre qu'il a financé des travaux avec ses propres économies, ou qu'il a acheté les meubles. Avez-vous des preuves du contraire? Les meubles sont tous à moi, je les ai achetés avant de le rencontrer. Et nous n'avons jamais fait de travaux. Dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. Mais, par précaution, rassemblez tous les documents, les factures des meubles si vous les avez encore, les relevés bancaires prouvant que c'est vous qui avez payé les charges. Tout ce qui peut prouver qu'il n'a fait aucun apport financier. Victoria est rentrée chez elle et a commencé à rassembler ses papiers. Maxime est rentré tard dans la soirée. Ils ne se sont pas adressé la parole, et ont dormi dans des pièces séparées, lui sur le canapé, elle dans la chambre, la porte fermée à clé. Mais Valérie, elle, ne désarmait pas. Elle a lancé une véritable campagne de dénigrement contre Victoria. Elle appelait tous les proches de Maxime, pour leur raconter à quel point sa belle-fille était un monstre. Radine, sans cœur, maltraitant sa pauvre belle-mère. Une semaine plus tard, Victoria a croisé par hasard Olivier, le cousin de Maxime, dans la rue, près d'un supermarché. Olivier lui a jeté un regard rempli de mépris, et a continué son chemin sans la saluer. Olivier l'a interpellé Victoria. Il s'est arrêté, et s'est retourné. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne dis pas bonjour? Et pourquoi je dirais bonjour à quelqu'un qui persécute une personne âgée? Quoi? De quoi tu parles? Tante Valérie a raconté à tout le monde comment tu l'as jeté à la rue, comment tu refuses de l'aider, et comment tu humilies Maxime. Je n'ai aucune envie de te parler. Il a tourné les talons et s'est éloigné. Victoria est restée plantée au milieu de la rue, les mains tremblantes. Valérie était en train de monter toute la famille contre elle, créant l'image d'une belle fille cupide et malfaisante. Lors de la réunion de famille suivante, à l'occasion de l'anniversaire d'une tante de Maxime où il l'avait traînée de force, Victoria a ressenti cette hostilité de plein fouet. Tout le monde la regardait de travers, chuchotant dans son dos. Certains détournaient la tête avec ostentation lorsqu'elle s'approchait. La voilà, a dit une des tantes d'une voix forte, alors que Victoria passait. Celle qui garde son appartement pour elle, et maltraite sa belle-mère. Une vraie égoïste, a renchéri une autre. À notre époque, on ne voyait pas des choses pareilles. Maxime restait silencieux, debout à côté d'elle, le regard fuyant, sans jamais prendre sa défense. Victoria a compris qu'il était de leur côté. Il approuvait tout cela. Elle a tenu bon pendant 1 heure, puis elle a quitté la fête. Maxime n'a même pas fait un geste pour la retenir. De retour chez elle, Victoria a sérieusement envisagé le divorce. Cela faisait 1 an et 2 mois qu'ils étaient mariés. Elle travaillait, gagnait bien sa vie,
subvenait aux besoins du foyer, tandis que son mari s'était transformé en un étranger qui la regardait avec une hostilité à peine voilée. Sa mère l'avait transformée en paria. Toute sa belle famille la considérait comme un monstre. Mais divorcer, c'était admettre sa défaite. C'était la fin de son rêve de fonder une famille. Victoria hésitait encore. Peut-être que les choses finiraient par s'arranger? Peut-être que Maxime reviendrait à la raison? Il n'est jamais revenu à la raison. 6 mois plus tard, 1 an et demi après leur mariage, Valérie s'est de nouveau présentée à l'appartement. Mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'un homme en costume. « Victoria, je te présente », a annoncé la belle-mère d'un ton triomphant. « Voici Monsieur Leblanc, expert immobilier. Il est venu évaluer ton appartement. » « Et pourquoi donc ?» a demandé Victoria, stupéfaite. « Parce que Maxime demande le partage des biens, et que nous avons besoin d'une estimation. » Victoria a tourné la tête vers son mari, qui se tenait en retrait, dans un coin. « C'est vrai, ça ?» Maxime a hoché la tête, sans oser croiser son regard. « Maman a dit que c'était la procédure, que j'avais droit à la moitié. »« Tu n'as droit à absolument rien. C'est un bien propre, que j'ai acquis avant de te connaître. » Le juge tranchera, a rétorqué froidement Valérie. En attendant, monsieur l'expert va faire son travail. Personne ne va rien évaluer du tout. Victoria a ouvert la porte d'entrée en grand. Foutez le camp, tous les deux. Immédiatement. L'expert a reculé, effrayé, et s'est précipité sur le palier. Valérie s'est attardée sur le seuil. Tu vas regretter de t'être frotté à notre famille. Maxime obtiendra ce qui lui revient de droit. Il n'aura rien. C'est ce qu'on verra. Victoria est retournée voir Maître Alice. L'avocate l'a écoutée et a secoué la tête. Laissez-les faire leur procédure, ils perdront. Mais cela risque d'être très désagréable, des batailles juridiques, du stress, du temps perdu. Êtes-vous prête à affronter tout cela? Ai-je seulement le choix? Victoria, je vous le dis de femme à femme, divorcez, avant qu'il ne soit trop tard. Ce mariage est toxique, il est en train de vous détruire. Mais je l'aime. Victoria a prononcé ces mots, et a réalisé instantanément que c'était devenu un mensonge. Elle n'aimait plus l'homme que Maxime était devenu. Elle aimait seulement le souvenir de celui qu'il avait été au début. L'amour ne justifie pas de tolérer la violence psychologique et la manipulation. Réfléchissez-y. Victoria est rentrée chez elle et est restée assise de longues heures dans la cuisine. Maxime était chez sa mère, comme souvent ces derniers temps. Il y passait désormais plus de temps qu'à la maison. Il ne rentrait que pour dormir. Leur relation était morte. Ils ne se parlaient plus, ne mangeaient plus ensemble, ne regardaient plus de films, et ne faisaient plus l'amour. Ils n'étaient plus que 2 étrangers cohabitant sous le même toit. Pourquoi faire durer ce calvaire? Pourtant, Victoria continuait de tergiverser. Une infime partie d'elle espérait encore un miracle. Et puis, le mois de février est arrivé. Maxime allait fêter ses 35 ans. Valérie a exigé qu'ils organisent une grande fête, avec un buffet copieux, beaucoup d'invités, et toute la famille. Je n'ai aucune envie d'organiser cette réception, a déclaré Victoria, lorsque Maxime lui a fait part des exigences de sa mère. Nos relations sont désastreuses, à quoi bon faire semblant? C'est mon anniversaire. Tu ne peux vraiment pas faire au moins ça pour moi? C'est la dernière fois que je te le demande. Sa voix était empreinte d'une telle tristesse que Victoria a vacillé. Peut-être était-ce une opportunité? Peut-être que, pendant la fête, ils pourraient avoir une discussion normale, se remémorer les bons moments, et se réconcilier. D'accord, a-t-elle cédé. Mais à une seule condition, ta mère ne doit faire aucun scandale. Promis, elle n'en fera pas. Il avait menti. Victoria a passé tout son samedi à préparer la soirée. Elle en a eu pour près de 200 € de courses. Elle a préparé des amuse-bouches, découpé du saumon, confectionné des canapés, fait rôtir de la viande, et a dressé une grande et belle table dans le salon.
Elle a commandé un gâteau dans une pâtisserie réputée, et a disposé des fleurs dans des vases. Elle voulait que tout soit parfait, pour que Maxime voie qu'elle faisait des efforts, qu'elle l'aimait, ou du moins, qu'elle essayait encore de l'aimer. Valérie a débarqué avec Thérèse, 2 heures avant l'arrivée des invités, et a immédiatement commencé à donner des ordres. Ça, ce n'est pas à la bonne place. Déplace ce vase. Enlève ça de là. Où est le vin? Pourquoi n'y a-t-il pas de vin ici? Et le gâteau? C'est quoi ce gâteau? J'avais bien précisé une génoise, pas ce truc-là. Victoria a ravalé sa colère, en serrant les mâchoires. Tiens bon. C'est une soirée de fête. Ne gâche pas tout. Les invités ont commencé à arriver vers 19 heures. Les parents de Victoria avaient fait le déplacement depuis Bordeaux. Son père, Serge, l'ancien général, a immédiatement jaugé la situation. Il a vu comment la belle-mère donnait des ordres à sa fille, et comment Maxime restait planté dans son coin, sans jamais intervenir. Le père s'est approché de Victoria, et lui a demandé doucement. « Tout va bien entre vous? » « Oui, papa, tout va bien. » Il l'a regardé avec méfiance, mais n'a pas insisté. Les tantes de Maxime, ses cousins, ses amis, tous dévisageaient Victoria avec un regard désapprobateur. Valérie avait manifestement eu le temps de partager sa version des faits avec tout le monde. Victoria sentait le poids de leurs regards, et entendait les messes basses dans son dos. La fête a commencé. Des toasts, des félicitations, des rires. Valérie trônait en bout de table, comme une reine-mère. Maxime était assis à côté d'elle, rayonnant. Victoria, elle, était assise à l'autre extrémité de la table, près de ses parents. Elle se sentait comme une étrangère à sa propre fête, dans son propre appartement. Puis, les allusions ont commencé. Timides au début, elles se sont faites de plus en plus directes. Nous, on a une belle fille en or, a lancé Thérèse d'une voix forte, s'adressant à toute l'assemblée. Elle a tout donné à sa belle-mère, l'appartement, et l'argent. Elle, au moins, elle a compris qu'il fallait respecter les anciens. C'est bien vrai, a opiné Suzanne. Les jeunes auront tout le temps de profiter plus tard, mais pour l'instant, la priorité, ce sont les aînés. Valérie a jeté un regard lourd de sens en direction de Victoria. Et oui, il y a des belles filles qui comprennent comment les choses fonctionnent, et d'autres qui ne pensent qu'à leur petite personne. Victoria a serré les poings sous la table. Sa mère a posé une main rassurante sur son épaule. Son père s'est tendu, le dos droit comme un lit. Victoria sentait la pression monter, inexorablement. C'est alors que Valérie s'est levée, son verre à la main. « Je voudrais porter un toast », a-t-elle annoncé solennellement. Tout le monde s'est tu, levant son verre. « À mon fils. Mon petit Maxime, j'ai sacrifié ma vie entière pour toi. Je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai cumulé 3 boulots pour que tu ne manques de rien, je me suis privée de tout. Et aujourd'hui, j'espère de tout mon cœur que tu prendras soin de moi. Et que ta femme en fera autant. » L'assemblée a applaudi. Victoria est restée immobile. Elle n'a pas applaudi, elle n'a pas bu. Après ce discours, Valérie est venue s'asseoir tout près de Victoria, s'imposant presque dans son espace personnel. Elle sentait le parfum bon marché, mêlé à une odeur aigre. Victoria, a commencé la belle-mère à voix basse, mais suffisamment fort pour que les voisins de table l'entendent. Nous sommes entre adultes. Réglons cette histoire d'appartement, ici et maintenant, devant tout le monde. Acceptes-tu de mettre l'appartement au nom de Maxime, ou au mien? Ça m'est égal. L'essentiel, c'est que ce soit officiel. Demain, on va chez le notaire, et on en finit avec cette histoire. Tout le monde sera content. Victoria l'a regardé droit dans les yeux. Dans son regard, il n'y avait plus une once d'humanité, seulement de l'avidité et un calcul froid. Non. Quoi? Non. Je ne céderai pas cet appartement. Comment ça, non? Non. C'est un bien propre, acquis avant notre mariage, et il restera à moi. Le visage de Valérie a viré au pourpre. Elle a saisi son verre,
et l'a vidé d'un trait. Puis, elle s'est levée si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. « Maxime » a-t-elle hurlé pour que toute la table l'entende. « Tu as entendu ça ? Ta femme refuse de subvenir aux besoins de ta mère, devant tout le monde, le jour de ton anniversaire. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Même la musique semblait s'être tue. Maxime s'est levé de table. Son visage était écarlate. Il s'est avancé lentement vers Victoria, et soudain, elle a eu peur. Une peur primale, animale. Le père de Victoria s'était levé lui aussi, se redressant de toute sa hauteur. Mais Maxime ne lui a pas prêté la moindre attention. « Vika » a-t-il craché entre ses dents, s'arrêtant juste devant elle. « Je te le demande une dernière fois, tu vas céder cet appartement ? » ?»« Non. »« Et tu refuses toujours de payer les 1500 € chaque mois ? » ?»« Non, je ne verserai plus un seul centime. C'est du chantage. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. » Les invités étaient pétrifiés, tous les regards fixés sur eux. Le père de Victoria a fait un pas en avant, mais sa femme l'a retenu par le bras. « Tu n'es qu'une égoïste cupide » a lâché Maxime, d'une voix basse. « Ma mère a ruiné sa santé pour moi, et tu refuses de l'aider. Tu es trop radine pour lui payer un bout de pain. Aider, c'est une chose, entretenir, c'en est une autre. Je ne suis pas obligée de donner la moitié de mon salaire à ta mère. Elle ne meurt pas de faim. » Valérie s'est mise à hurler. « Maxime, tu es un homme. Montre-lui qui est le maître ici. Elle ne te respecte pas. Elle insulte ta mère devant tout le monde. » C'est à cet instant précis que quelque chose a disjoncté. Maxime a attrapé une lourde assiette en céramique sur la table, qui contenait encore des restes de salade. Victoria n'a pas tout de suite réalisé ce qu'il faisait, et quand elle l'a compris, il était trop tard. Le coup fut vif et d'une violence inouïe. Maxime a pris son élan, et l'a frappé de toutes ses forces à la tête avec l'assiette. Un craquement sourd a retenti. L'assiette a volé en éclats. Victoria est tombée de sa chaise, pour s'effondrer sur le sol. Un éclair de douleur l'a aveuglée. Le sang chaud s'est mis à couler sur son visage, inondant son œil. Ses oreilles bourdonnaient, la tête lui tournait. « Comment oses-tu refuser cela à ma mère, petite moins que rien » a hurlé Maxime, penché au-dessus d'elle. Quelqu'un, parmi les invités, a poussé un hoquet de stupeur, des femmes ont crié, mais personne ne s'est précipité pour les séparer, personne n'a pris sa défense. Ils sont tous restés paralysés, figés sur place. Et Valérie, elle, s'est mise à applaudir. Elle applaudissait avec enthousiasme, hurlant de joie. « Bravo, mon petit Maxime. Voilà. Montre-lui un peu. C'est comme ça qu'on dresse les femmes désobéissantes. » Thérèse hochait la tête, arborant un sourire satisfait. À notre époque, les maris savaient maintenir l'ordre. Aujourd'hui, les bonnes femmes se croient tout permis. Une bonne paire de claques, et ça file doux comme une souris. Suzanne a ajouté. Maxime a eu tout à fait raison. Ça va peut-être lui remettre les idées en place. Victoria était allongée sur le sol, le visage en sang, la tête prête à exploser, mais chose étrange, un calme absolu venait de l'envahir. Un calme glacial, cristallin. Aucune peur, aucune panique. Seulement une lucidité implacable. Elle a relevé la tête, très lentement, et a regardé son mari, qui se tenait debout au-dessus d'elle, le visage rougi et crispé, le souffle court. Elle a regardé sa mère, qui continuait d'applaudir. Elle a regardé les invités, muets, qui détournaient les yeux et continuaient à mâcher leur salade, comme si rien ne s'était passé. C'est alors qu'elle a vu son père. Serge se tenait droit, les poings serrés à s'en blanchir les jointures. Son visage était livide, son regard glacial. Il a fait un pas en avant, mais Victoria a levé la main, pour le stopper. Pas maintenant. D'abord, c'était à elle de jouer. Victoria s'est relevée, lentement, très lentement. Le sang gouttait sur le sol, tachant sa robe de fête, maculant la nappe. Elle a essuyé son visage du revers de la main, et a regardé sa paume, couverte de sang.
L'arcade sourcilière fendue ou la tempe touchée, peu importait. Elle a plongé son regard dans celui de Maxime, droit dans les yeux, et a dit d'une voix basse, mais suffisamment claire pour que chacun dans la pièce puisse l'entendre. Tu n'as même pas idée de ce dont je suis capable. Sa voix était dénuée de tout cri, de toute hystérie, il n'y avait qu'un calme glacial. Et ce calme était bien plus terrifiant que n'importe quelle vocifération. Maxime a blêmi, et a fait un pas en arrière. Quelque chose, dans le regard de sa femme, venait de l'effrayer. Valérie a cessé d'applaudir. Le sourire s'est effacé de ses lèvres. Les invités étaient tétanisés. Tout le monde a pâli. Même Thérèse, qui se réjouissait de cette correction quelques secondes plus tôt, s'est soudainement recroquevillée. Car à cet instant précis, ils ont tous compris une chose, Victoria n'allait pas pleurer, elle n'allait pas supplier, et elle n'allait certainement pas subir. Quelque chose venait de changer, quelque chose venait de se briser, et désormais, les règles du jeu n'étaient plus les mêmes. Victoria a tourné les talons en silence, et s'est dirigée vers la chambre. Dans son dos, les chuchotements ont repris. Eh bien voilà, madame est vexée, quelle princesse. Maxime a bien fait. Il aurait dû le faire plus tôt. Elle va pleurer un bon coup et elle reviendra. Elles sont toutes pareilles. Victoria a fermé la porte de la chambre à double tour. Ses mains ne tremblaient pas, ses pensées étaient d'une clarté absolue. Elle a pris son téléphone, est entrée dans la salle de bain, et a observé son visage dans le miroir. L'arcade était ouverte, le sang continuait de couler, et un gros hématome se formait déjà sur sa pommette. Parfait, tout était bien visible. Elle a pris plusieurs photos, sous différents angles. L'arcade fendue, le sang sur son visage, le cocard. Elle a également photographié l'assiette brisée sur le sol, à travers l'entrebâillement de la porte. Tout était immortalisé, les preuves étaient réunies. Ensuite, elle a ouvert son placard et a sorti un grand sac de sport. Avec méthode, rapidité et précision, elle a commencé à rassembler ses affaires. Ses documents importants, son passeport, son acte de mariage, le titre de propriété de l'appartement, tous les papiers liés au logement, ses cartes bancaires, son ordinateur portable, les chargeurs, des vêtements de rechange, et une trousse de toilette avec le strict nécessaire. Son argent en liquide, une petite réserve de 3 000 € qu'elle cachait en cas de coup dur. Quoi d'autre? Une clé USB contenant des fichiers importants. C'était bon. Elle s'est assise sur le lit, et a composé le 17. Elle a attendu qu'on décroche. Police, secours, j'écoute. Mon mari vient de me frapper. J'ai besoin qu'une patrouille intervienne. Sa voix était calme, posée, sans la moindre trace d'hystérie. Quelle est votre adresse, madame? Victoria a donné son adresse, puis a raccroché. Elle a ensuite composé le 15, le numéro du SAMU. SAMU, je vous écoute. J'ai besoin d'une assistance médicale, j'ai subi des violences volontaires et j'ai des blessures. Elle a redonné son adresse, et a raccroché. Enfin, elle a composé le numéro de Maître Alice, son avocate. Celle-ci n'a pas répondu tout de suite, on était samedi, tard dans la soirée, c'était le week-end. Allô? Maître Alice, c'est Victoria. Vous vous souvenez de moi? Je suis venue vous consulter au sujet d'un appartement. Oui, bien sûr, je m'en souviens. Que s'est-il passé? Un incident a eu lieu ce soir. Mon mari m'a frappé devant témoin, il m'a donné un coup sur la tête avec une assiette. J'ai appelé la police et les urgences. J'ai besoin d'une consultation en urgence. Demain matin, c'est possible? Le ton de l'avocate est redevenu strictement professionnel. Victoria, je vous attends demain à 9 h dans mon cabinet. L'urgence absolue, maintenant, c'est de faire officialiser tout cela. La police, les médecins, le dépôt de plainte. Avez-vous pris des photos? Oui, plusieurs. Parfait. Ne cédez à aucune négociation, n'acceptez aucune tentative de réconciliation. Ce qu'il a fait relève du pénal. Nous discuterons de la suite demain. Merci.
Victoria a raccroché, s'est assise sur le rebord du lit, et a appliqué une serviette sur son arcade fendue. Le saignement commençait doucement à s'atténuer. Derrière la porte, le brouhaha reprenait. La fête battait son plein. Maxime parlait fort, il riait. Une tante racontait une anecdote. Personne n'était venu prendre de ses nouvelles, personne n'avait frappé à la porte. Mais elle savait que son père, lui, était là, derrière cette porte. Elle sentait sa présence protectrice. Il patientait, son heure allait venir. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti, d'un coup sec et insistant. Victoria est sortie de la chambre. Les invités ont fait silence, la dévisageant avec de grands yeux. Elle a traversé la pièce, sans accorder un regard à qui que ce soit, et a ouvert. 2 policiers se tenaient sur le palier, un homme d'une 40aine d'années, et une jeune femme. « Vous nous avez appelés ?» a demandé le policier le plus âgé. « Oui, je vous en prie, entrez. » Maxime a bondi de sa chaise. « La police ? Mais qu'est-ce que tu fabriques, Vika ?» Victoria l'a fixé, impassible. « Je porte plainte pour violence volontaire. » Valérie a poussé un petit cri perçant. « Quelle violence ?» Maxime l'a juste un peu remise à sa place. C'est entièrement de sa faute. Elle a poussé ce pauvre homme à bout. Le policier a levé la main pour la faire taire. « Madame, s'il vous plaît, taisez-vous, laissez-nous faire notre travail. » Il s'est tourné vers Victoria. « Madame, expliquez-nous ce qu'il s'est passé. » Victoria, d'une voix calme, précise et dénuée de toute émotion, a expliqué que son mari avait exigé qu'elle lui cède la propriété de son appartement, qu'elle avait refusé, et qu'il avait alors saisi une assiette pour la frapper violemment à la tête. L'assiette s'était brisée, et sa belle-mère l'avait encouragée en applaudissant et en hurlant « Bravo !» Les témoins sont ici présents, a conclu Victoria, en désignant les invités assis autour de la table. Ils ont tous assisté à la scène. Les policiers ont commencé à prendre des notes. Maxime est devenu livide. « Vika, tu ne vas quand même pas. C'est juste une dispute, une histoire de famille. » « Ce n'est pas une histoire de famille, » a répondu froidement Victoria. « C'est un délit pénal. » Article 222 à 13 du Code pénal. Violence volontaire. La sonnette a de nouveau retenti. Victoria a ouvert, le SAMU était arrivé. L'urgentiste, une femme d'une 50aine d'années, est entrée et l'a examinée. Plaie à l'arcade sourcilière, contusion des tissus mous au niveau crânien, formation d'un hématome, a-t-elle dicté tout en remplissant sa fiche. Vous devrez vous rendre aux urgences médico-judiciaires dès demain matin, pour faire établir un certificat médical constatant les ITT. C'est indispensable pour la procédure. J'y serai, a acquiescé Victoria. L'urgentiste a désinfecté la plaie, posé des pansements, et lui a remis une orientation pour l'examen médical. Pendant ce temps, les policiers rédigeaient leur rapport, et interrogeaient les témoins. Les tantes de Maxime bredouillaient des phrases incohérentes, en évitant soigneusement de croiser le regard des agents. Eh bien, on n'a pas vraiment bien vu. La musique était très forte, vous comprenez. Peut-être qu'elle est tombée toute seule ? Thérèse restait murée dans le silence, le nez plongé dans son assiette. Valérie, elle, hurlait à plein poumon. C'est un tissu de mensonge. Maxime ne l'a jamais frappée. Elle est tombée. Elle a tout inventé pour le faire accuser. Le policier l'a coupée, d'un ton sec. Madame, nous avons des témoins présents sur les lieux, un rapport d'intervention médicale, une plaie ouverte, un hématome, et des débris de céramique sur le sol. Vos déclarations ont été consignées, mais elles contredisent totalement les preuves matérielles. Ils ont ensuite expliqué à Maxime qu'une enquête serait ouverte pour violence. Les conséquences pourraient être pénales, en fonction de la gravité des blessures. Les amendes pouvaient aller jusqu'à des milliers d'euros, sans parler des peines de prison, selon la décision du juge. Maxime tremblait de tout son long. Son teint écarlate avait viré au gris cendré. Je ne voulais pas, j'ai juste perdu mon sang-froid. C'est elle qui m'a poussé à bout.
Vous expliquerez cela lors de votre audition au commissariat, a tranché le policier. Les invités ont commencé à s'éclipser. Rapidement, en silence, sans dire au revoir, et sans oser croiser le moindre regard. Les tantes ont saisi leur sac à main et se sont faufilées vers la sortie. Les cousins ont disparu en l'espace d'une minute. Thérèse et Suzanne sont parties sans même adresser un mot à Valérie. La fête était bel et bien terminée. Lorsque la majorité des invités eut déguerpi, il ne restait plus que Victoria, ses parents, Maxime, Valérie, et les policiers qui terminaient la paperasse. C'est à ce moment-là que le père de Victoria s'est avancé. Serge était resté silencieux tout ce temps, adossé au mur, les bras croisés, à observer. Il avait regardé sa fille se faire frapper, la belle-mère applaudir, les invités se gaver de salade, et la police dresser son procès-verbal. Il s'était tu. Mais Victoria le connaissait, il mémorisait tout, chaque visage, chaque parole prononcée. Et maintenant, il se mettait en mouvement. Lentement, posément, avec une allure militaire. Un homme de grande taille, athlétique, les cheveux poivre et sel. Une posture de général, un regard de général. Les policiers se sont involontairement redressés en le voyant approcher. Serge s'est planté juste devant Maxime, et l'a toisé de toute sa hauteur. Maxime a tenté de reculer, mais s'est retrouvé acculé contre le mur. « C'est toi qui as fait ça ?» a demandé le père, d'une voix basse, en désignant le visage ensanglanté de sa fille d'un mouvement de menton. Maxime a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a simplement hoché la tête, presque imperceptiblement. « Tais-toi » a ordonné Serge. Sa voix était calme, mais d'une autorité telle que tout le monde s'est figé. Même les policiers ont cessé d'écrire. « On va sortir. » Ce n'était pas une proposition, c'était un ordre. Un ordre militaire, auquel il était impossible de désobéir. Serge a agrippé Maxime par le col de sa chemise, et l'a traîné vers la porte. Maxime a tenté de se débattre, mais la poigne de l'ancien soldat était une tenaille d'acier. Les policiers ont échangé un regard, mais ne sont pas intervenus. Ils avaient compris, un père protégeait sa fille, et c'était dans l'ordre des choses. La porte s'est refermée derrière eux. Victoria est restée dans le salon. Une minute plus tard, des bruits sourds ont résonné depuis la cage d'escalier. 1, 2, 3. Le cri de Maxime, « Pardon. Je ne voulais pas. Je ne le ferai plus. » Puis, la voix du père, basse, inflexible, « Tu vas payer pour ma fille. Tu paieras pour chaque goutte de son sang. » D'autres coups ont suivi. Lourds, méthodiques. Son père avait servi 30 ans dans l'armée, il lui a donné une correction sévère, avec une précision militaire, sans laisser de traces graves, mais assez pour lui faire comprendre. Puis, le silence est retombé. La porte s'est ouverte. Serge est entré, parfaitement calme, les bras ballants. Pas une seule égratignure sur ses phalanges. Il savait frapper pour neutraliser, sans se blesser lui-même. Maxime est entré derrière lui. Son nez saignait, son œil gauche commençait à gonfler, sa lèvre était fendue, il boitait de la jambe droite, et se tenait les côtes. Assis, et pas un geste, a commandé Serge. Maxime s'est affaissé sur une chaise près du mur, tremblant de tous ses membres, incapable de prononcer un mot. Le père s'est tourné vers les agents. « Officier, je vous prie de bien vouloir continuer votre travail. » Le ton était martial, direct. Les policiers ont opiné du chef. Le plus gradé a presque pris la position du repos, reconnaissant d'instinct l'autorité d'un officier supérieur. Serge s'est ensuite tourné vers Valérie. Celle-ci était recroquevillée sur le canapé. Pour la première fois de la soirée, elle avait perdu sa langue. Le père s'est approché, s'est arrêté devant elle, et l'a regardée de haut. « Vous avez approuvé l'agression de ma fille. » Valérie a tenté de bredouiller quelque chose, mais Serge l'a interrompu. « Silence. Je n'ai pas terminé. » Elle s'est tue net. « Écoutez-moi bien. Si vous approchez à nouveau de ma fille, si vous l'appelez, lui écrivez, ou rôdez près de chez elle ou de son travail, vous le regretterez. Vous le regretterez très amèrement.
J'ai servi sous les drapeaux pendant 30 ans. J'ai des contacts, je connais du monde, et je trouverai les moyens légaux de rendre votre vie absolument insupportable. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Valérie a hoché la tête avec frénésie, les lèvres tremblantes. Pour la première fois, Victoria voyait sa belle-mère véritablement terrifiée. Et maintenant, foutez le camp de l'appartement de ma fille, et embarquez votre rejeton avec vous. Valérie a bondi sur ses pieds, a attrapé son sac, et a couru vers Maxime. Viens, mon fils, ne t'abaisse pas devant ces gens-là. Tu vas venir vivre chez moi. Maxime s'est levé avec difficulté, grimaçant de douleur en se tenant les côtes. Son œil était de plus en plus tuméfié. Les affaires de ton mari, a lancé Serge, en s'adressant à sa fille. Victoria est allée en silence dans la chambre, et a ramené les cartons dans lesquels elle avait préalablement emballé tous les vêtements de Maxime, ses chaussures, ses papiers, ses chargeurs, son rasoir, absolument toutes ses possessions. Elle a tout déposé dans le couloir. Prends tes affaires et pars, a-t-elle dit à son mari. Vika, a bafouillé Maxime. Pars. C'est mon appartement. Non, c'est mon appartement, mon bien propre acquis avant le mariage. Tu n'y as aucun droit. J'ai consulté une avocate. Sors d'ici avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Maxime a jeté un coup d'œil au policier. Il se tenait juste à côté, impassible. Il a compris qu'elle ne plaisantait pas. Il a attrapé ses cartons. Valérie le tirait vers la porte, tout en se lamentant. Viens, mon fils, on s'en va. On n'a plus rien à faire ici. Elle ne nous mérite pas. La porte s'est refermée. Le silence a envahi la pièce. Victoria s'est laissée tomber sur le canapé, sa mère l'a prise dans ses bras, son père a posé une main ferme sur son épaule. Les policiers ont terminé de rédiger leur procès-verbal. Madame, il faudra vous présenter au commissariat demain pour faire une déposition complète, a indiqué l'agent le plus gradé. Et n'oubliez pas de passer par les urgences médico-judiciaires. Nous avons impérativement besoin du certificat pour le procureur. J'y serai, a confirmé Victoria. Les policiers sont partis. Il ne restait plus que Victoria et ses parents. Ma petite chérie, a murmuré sa mère, en lui caressant doucement les cheveux. Tu as fait ce qu'il fallait. C'était la bonne décision. Je suis fière de toi, a ajouté son père. Tu n'as pas perdu tes moyens, tu as su te défendre. Tu as réagi comme une combattante. Victoria ne pleurait pas. Un vide étrange avait pris place en elle. Ni apitoiement, ni rancœur. Juste une certitude glaçante, la guerre était déclarée, et c'est elle qui allait la gagner. Ses parents sont restés dormir chez elle. Sa mère l'a bordée et lui a donné un léger calmant. Son père a monté la garde dans le salon. Personne ne viendrait s'en prendre à sa fille tant qu'il serait en vie. Le lendemain matin, Victoria s'est rendue aux urgences. Le médecin l'a longuement examinée, et a consigné l'intégralité de ses blessures. Une plaie de 2 cm à l'arcade sourcilière, des ecchymoses crâniennes, un hématome temporal de 4 cm sur 5. Tout a été dûment documenté, et on lui a remis le fameux certificat médical fixant ses ITT. Ensuite, elle a filé au cabinet de son avocate. Maître Alice a écouté son récit et a hoché la tête. Victoria, vous avez agi de manière irréprochable. Voici notre plan d'action. Premièrement, on dépose une requête en divorce. Dès aujourd'hui. Deuxièmement, on demande une ordonnance de protection pour interdire à votre ex-mari de s'approcher de vous. En cas de violation de domicile, article 226 à 4 du Code pénal, s'il essaie d'entrer sans votre accord, vous appelez immédiatement la police. Troisièmement, vous bloquez tous vos comptes communs, s'il y en a. Oui, nous avons une carte de débit jointe pour les dépenses communes. Il doit y avoir autour de 15 000 € dessus. Videz ce compte sur le champ. Ce sont vos fonds, vous en avez le droit. S'il y a un litige, le juge tranchera plus tard, mais pour le moment, sécurisez cet argent. En sortant du cabinet, Victoria s'est rendue directement à la banque.
Elle a retiré les 15 000 € du compte joint, les a transférés sur son compte personnel, et a fait clôturer la carte commune. Maxime s'en est rendu compte 1 heure plus tard. Il a commencé à la harceler d'appels provenant de divers numéros, et à lui envoyer des dizaines de messages. « Tu as volé mon argent? Rends-le tout de suite. Je vais te traîner en justice. » Victoria n'a pas répondu, et a bloqué tous les numéros qu'elle pouvait identifier. Le soir venu, Valérie est venue tambouriner à sa porte en hurlant. « Voleuse! Rends l'argent de mon fils! Ouvre cette porte! Je sais que tu es là! Ouvre, espèce de garce! » Victoria a appelé le 17. Une patrouille est arrivée, et a dressé un procès-verbal pour tapage et trouble à l'ordre public. « Madame, si nous devons revenir pour la même chose, nous vous embarquons. Fichez la paix à cette dame. » Valérie est repartie en maudissant Victoria sur plusieurs générations. Le lendemain, lundi, Victoria a officiellement déposé sa demande de divorce. Dans la rubrique « Motif », elle a inscrit « violence conjugale ». Elle y a joint la copie de sa plainte, son certificat médical, et les photos de ses ecchymoses. La juge a fixé une audience 1 mois plus tard. Victoria a également déposé une demande d'ordonnance de protection, exigeant qu'il soit interdit à Maxime de l'approcher à moins de 100 mètres. Le tribunal a examiné la requête en urgence et l'a validée. Maxime avait désormais l'interdiction formelle d'entrer en contact avec elle, ou de se présenter près de son domicile et de son lieu de travail. Mais Maxime s'obstinait. Il faisait le pied de grue devant ses bureaux, ou au pied de son immeuble. À chaque fois, Victoria appelait la sécurité du bâtiment ou la police. À sa 3e infraction à l'ordonnance de protection, Maxime a écopé d'une amende de 1 500 €, assortie d'un avertissement clair. La prochaine fois, c'était la garde à vue, puis la prison. Valérie a alors tenté de s'en prendre aux parents de Victoria. Elle avait dégoté leur numéro de téléphone, et les harcelait de complaintes. « Votre fille a détruit ma famille. Elle a mis mon fils à la rue. Elle a volé nos économies. » La mère de Victoria a écouté calmement, avant de répliquer. « Madame, ma fille s'est défendue contre un homme violent. Votre fils l'a rouée de coups sous les yeux d'une dizaine de témoins. Si vous ne cessez pas immédiatement de nous harceler au téléphone, c'est moi qui porterai plainte. » La belle-mère n'a plus jamais rappelé. Maxime a tenté d'obtenir une part de l'appartement via les tribunaux. Il a déposé un recours lors de la procédure de divorce, exigeant la moitié du bien sous prétexte qu'ils étaient mariés, et qu'il avait participé financièrement à l'entretien du logement. Victoria s'est présentée à l'audience avec Maître Alice. L'avocate a mis en pièces l'argumentation de Maxime, point par point. Madame la juge, a plaidé Maître Alice à la barre. Cet appartement a été acquis par ma cliente bien avant la célébration du mariage. Il s'agit d'un bien propre. Conformément à l'article 1405 du Code civil, les biens dont les époux avaient la propriété avant le mariage restent des biens propres et ne sont pas soumis au partage. Maxime a tenté de protester. « Mais je vivais là. J'ai payé les factures d'électricité. » La partie adverse n'a fourni absolument aucune preuve d'un quelconque investissement financier visant à améliorer ce bien, a poursuivi sereinement Maître Alice. Les charges courantes étaient prélevées sur le compte de ma cliente, ce que prouvent les relevés bancaires. Aucun travaux d'aménagement n'ont été effectués durant leur union. L'intégralité du mobilier et de l'électroménager a été financée par ma cliente avant le mariage, facture à l'appui. La juge a examiné le dossier, puis a lancé un regard lourd de mépris à Maxime. La demande de la partie adverse est rejetée. L'appartement est la propriété exclusive de madame, et ne fera l'objet d'aucun partage. Affaire suivante. Maxime est sorti du tribunal le teint gris. Valérie se tenait la poitrine en se lamentant. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'était son mari, comment cet appartement peut-il ne pas lui appartenir? Mais ils ne se sont pas arrêtés là. La semaine suivante, Valérie a débarqué sur le lieu de travail de Victoria. Elle a forcé le passage à la réception, esquivé les agents de sécurité, et a fait irruption dans son bureau. « Tu as ruiné la vie de mon fils » hurlait-elle en gesticulant frénétiquement.
Il dort par terre chez moi, dans mon studio. Il n'a plus de toit. Rends-lui son appartement. Victoria a calmement appuyé sur le bouton d'appel de la sécurité. Valérie, quittez immédiatement ce bâtiment, ou j'appelle la police. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas rendu l'appartement. La sécurité est arrivée, et a évacué la belle-mère Manu Militari. Victoria a déposé une nouvelle plainte au commissariat pour harcèlement et menaces. Valérie a reçu une convocation et un avertissement officiel de la justice. À la prochaine incartade, des poursuites pénales seraient engagées contre elle. Un mois s'est écoulé. Maxime vivait toujours chez sa mère. Victoria avait appris, par une connaissance commune, que leur dispute était quotidienne. Valérie hurlait sur son fils. « Tu es un vrai boulet. Tu as perdu une femme riche, qui avait son propre logement, et maintenant tu vis à mes crochets. » Maxime avait essayé de retrouver du travail, mais se faisait systématiquement licencier. Il avait commencé à boire, passait ses nerfs sur ses collègues, arrivait en retard, séchait des journées entières. Sa réputation dans le milieu était totalement ruinée. Victoria, de son côté, vivait sa vie, travaillait, se reconstruisait. Elle rentrait le soir dans un appartement vide, mais ce vide lui appartenait. C'était un espace sûr et paisible. Elle a fait quelques petits travaux de décoration, tapissé le salon à son goût, acheté un nouveau canapé, accroché de nouvelles toiles au mur, effaçant ainsi toute trace du passage de Maxime. Chaque nouveauté dans son intérieur était, pour elle, une bouffée de liberté. 2 mois plus tard, le jugement de divorce a été prononcé. La juge a examiné l'ensemble du dossier, les rapports de police, les certificats médicaux, les photos des ecchymoses, et a entendu les dépositions des témoins. Les parents de Victoria avaient confirmé avoir assisté aux violences. Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de monsieur, a déclaré la juge. Aucun partage des biens n'est ordonné. Les biens propres acquis avant le mariage restent la propriété exclusive de madame. Monsieur n'a aucun droit sur le bien immobilier de son ex-épouse. Maxime n'a pas obtenu un seul centime. Victoria a reçu l'acte de divorce officiel entre les mains, et a ressenti un soulagement immense. Tout était enfin terminé. Elle était libre. Maxime l'a encore appelée quelquefois avec des numéros inconnus, pour lui demander pardon, l'a supplié de lui donner de l'argent, en pleurant au téléphone. « Vika, je te jure que je ne voulais pas faire ça. Je t'aime. Laisse-moi une dernière chance. » Victoria lui raccrochait au nez, systématiquement. Elle n'éprouvait plus de colère, elle ne se réjouissait pas de sa déchéance. Elle ne ressentait plus qu'une indifférence absolue. Cet homme n'était plus qu'un parfait inconnu. Valérie avait bien tenté de répandre des rumeurs malveillantes au sein de leur famille éloignée. Victoria est un monstre de perfidie. Elle a détruit ma famille. Elle a manipulé mon pauvre fils. Elle lui a volé son appartement. Mais plus personne ne l'écoutait. Tout le monde connaissait la vérité. Son fils avait battu sa femme devant témoins, et celle-ci s'était défendue, point final. La loi avait parlé, et la justice avait été rendue. 3 mois après le divorce, Maxime a été licencié de son énième emploi. Son alcoolisme s'aggravait, il se dégradait à vue d'œil. Valérie a fini par craquer. « Tu es un fardeau, pas un fils sur qui je peux m'appuyer », lui hurlait-elle, selon les dires de la voisine Thérèse, qui s'était empressée de le rapporter à des amis communs. « J'ai sacrifié ma santé pour toi, et tu n'es qu'un raté. Tu as perdu une femme intelligente qui gagnait très bien sa vie, et maintenant tu vampirises ma maigre retraite pour t'acheter à boire. » Maxime a fini par quitter le studio de sa mère. Il a loué une petite chambre insalubre dans un foyer pour 400 € par mois, vivotant de petits boulots au noir, et sombrant chaque jour un peu plus. Victoria, quant à elle, continuait d'avancer. Elle a obtenu une superbe promotion, et a été nommée directrice adjointe des ventes. Son salaire a grimpé à 5 000 € net. Elle a commencé à épargner sérieusement, planifiant son avenir. Elle envisageait peut-être d'acheter un 2e appartement pour le louer, ou de lancer sa propre petite entreprise. Ses parents étaient immensément fiers d'elle. Son père lui a d'ailleurs dit un jour : « Ma fille, tu es une vraie guerrière.
Tu n'as pas plié l'échine. Tu as gagné la bataille. Et c'était vrai. Elle avait gagné. Elle avait conquis sa liberté, son indépendance, et le droit absolu de mener la vie qu'elle souhaitait, sans que quiconque ne lui dicte ses choix. Victoria ne permettrait plus jamais à quiconque de la manipuler, et ne laisserait plus jamais personne franchir ses limites. Elle avait retenu la leçon, on ne tolère pas la violence, on ne cède jamais au chantage, et on ne se sacrifie pas pour des personnes qui ne vous accordent aucune valeur. L'appartement était resté le sien, sa vie lui appartenait, et son avenir était entre ses mains. Maxime et Valérie avaient récolté exactement ce qu'ils avaient semé, la solitude, la misère, et la certitude cuisante d'avoir tout perdu par pure cupidité. Parfois, le soir, Victoria s'asseyait sur le balcon de son appartement. Son appartement, le sien, unique et indivisible. Elle buvait son thé, contemplait les lumières de la ville, et se disait « J'ai réussi. J'ai su me protéger. Je connais ma propre valeur, et plus jamais, je ne permettrai à qui que ce soit de m'humilier ou de me prendre ce qui me revient de droit. » Elle avait gagné cette guerre et elle savait désormais que, si la situation l'exigeait, elle était capable de tout. Absolument de tout.